Septembre 2026. C'est la date limite que le renseignement militaire ukrainien affirme que Poutine a fixée pour la chute du Donbass. Poutine vit dans un monde imaginaire. Pour que cette échéance soit un peu réaliste, il faudrait que l'offensive russe de printemps et d'été réussisse comme prévu. Petit indice, ce n'est pas le cas. L'Ukraine a acculé les forces russes. L'offensive d'été s'étant effondrée avant de débuter. L'armée russe se fait mettre en pièces, et les pertes sont historiques. L'impact sur l'offensive d'été est dévastateur. La Russie n'a pas autant saigné depuis la Seconde Guerre mondiale. Peu importe à quel point Poutine le souhaite désespérément, cet été ne permettra pas de prendre le Donbass. Voici ce qui était censé se passer cet été. Au printemps, la Russie a lancé une grande offensive, concentrant ses efforts sur la ceinture fortifiée de Donetsk. L'agglomération de ces 4 villes, sur 50 km à l'extrémité de Donetsk, est le dernier obstacle empêchant la Russie de prendre le Donbass. L'objectif russe au printemps était de lancer des milliers d'attaques pour affaiblir la ceinture de forteresse, en vue de la faire tomber l'été, et de prendre le Donbass d'ici septembre. Le problème de Poutine, c'est que pour réussir, la Russie doit avoir une armée en parfait état. La ceinture de forteresse porte bien son nom, mortelle pour toute armée assez stupide pour l'attaquer. Donc la Russie l'attaque, et elle échoue lamentablement. Un printemps difficile a provoqué un été qui ne se déroule pas comme Vladimir Poutine l'espérait. L'armée russe se fait mettre en pièces. Les chiffres du mois de mai nous montrent tout ce que nous devons savoir pour constater que l'offensive d'été s'est effondrée avant même d'avoir commencé. Commençons par le personnel. Dans un rapport du 2 juin, Ukraine Today a révélé que les occupants russes en herbe ont subi 33 760 pertes en mai. Cela représente 1089 pertes par jour. Ce n'est pas tout à fait un record pour 2026. La Russie a connu des mois pires en mai. 2026. Cependant, un ratio explique pourquoi mai a été si mauvais et prépare les forces de Poutine à une chute cet été. Avant d'en arriver là, il ne faut pas croire que le mois de mai était une exception totale pour la Russie non plus. Ce taux de perte survient après 2 mois où les pertes mensuelles de la Russie ont dépassé 35 000. Selon United 24 Médias, la Russie a perdu 35 351 soldats en mars, suivi de 35 203 soldats en avril. Les 33 760 pertes en mai constituent en réalité une amélioration pour les forces de Poutine, aussi surprenant que cela paraisse. Néanmoins, tout cela signifie que durant les 5 premiers mois de 2026, la Russie a perdu environ 130 000 de ses soldats. Ces chiffres n'avaient pas été vus depuis la Seconde Guerre mondiale. La situation est encore pire pour la Russie. Nous avons évoqué un ratio tout à l'heure. Ukraine Today dispose de chiffres intéressants qui révèlent à quel point le mois de mai a vraiment été mauvais pour la Russie. Elle affirme que les forces russes ont réussi à s'emparer d'environ 88 km² de l'Ukraine en mai. Mais l'Ukraine menait aussi des contre-attaques. L'armée ukrainienne a libéré 68 km², laissant à la Russie un gain net de 20 km². Faisons le calcul. Divisez 33 760 personnes par 20 km² et vous obtenez 1688 soldats russes, morts ou blessés par km², que la Russie a réellement pris à l'Ukraine en mai. Poutine a toujours acquis du territoire au prix du sang de son peuple, mais ce chiffre est ridicule. Cela pourrait même être le meilleur scénario pour Poutine. Selon Interfax, la Russie a eu un gain net encore plus faible que ce que Ukraine Today suggère. Malgré une augmentation de 37,5% du nombre de ses opérations d'assaut en mai, ce qui signifie qu'elle a lancé plus de 7000 attaques individuelles contre les positions ukrainiennes. La Russie n'a réussi qu'un gain net de 14 km² selon Interfax, qui fournit des données de l'organisation d'analyse militaire en sources ouvertes Deep State. En appliquant ces chiffres à ce taux d'avancée dérisoire, on obtient un chiffre stupéfiant de 2411 soldats russes pour chaque km² que la Russie a gagné en mai. C'est humiliant pour Poutine, et catastrophique pour l'offensive d'été. L'objectif des plus de 7000 assauts en mai, et de milliers d'autres menés par la Russie au printemps, était de gagner assez de territoire pour attaquer la ceinture de forteresse de Donetsk. C'était essentiel pour tout le plan. Mais ce que la Russie a réellement pris est si minime que l'été va être consacré à réaliser des gains médiocres face à une défense qui est en train de briser l'armée russe. Ce n'est pas comme si la Russie pouvait prétendre avoir bien réussi en mars et en avril non plus. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, l'ISW, la Russie n'a réussi qu'un gain net de 23,04 km² en Ukraine en mars, si l'on ne tient pas compte des tentatives d'infiltration qui ne permettent pas de véritablement contrôler le territoire. En avril, la Russie a subi une perte nette de 116,01 km².
Si l'on rassemble toutes ces données, cela signifie que la Russie a en réalité perdu environ 80 km² au printemps. Voilà la situation de la Russie pour l'été. Une perte nette de territoire et environ 100 000 de ses soldats tués ou blessés en 3 mois de printemps. Comparer tout cela au rythme d'avancée de la Russie en 2025 fera pleurer Poutine. Ukraine Today affirme que la Russie gagnait entre 400 et 500 km² par mois au printemps 2025 pour un nombre de pertes similaires. Peu impressionnant, le rythme d'avancée de la Russie était déjà très lent. Aujourd'hui, il n'y a plus de rythme d'avancée, la tendance s'est inversée. La Russie perd du territoire tout en sacrifiant des milliers et des milliers de ses soldats. Rien qu'en mai, le rythme mensuel de conquête territoriale a été divisé par environ 25 si l'on considère les gains nets de territoire. La Russie n'avait pas autant souffert depuis la Seconde Guerre mondiale, à laquelle elle avait fini par appartenir aux vainqueurs. Ce qui s'est passé au printemps ne devrait pas surprendre Poutine. Dès janvier, le Centre d'études stratégiques et internationales, ou CSIS, soulignait que l'armée russe avait subi plus de pertes que toute autre grande puissance depuis la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, les pertes russes pendant la guerre atteignaient environ 1,2 million. Aujourd'hui, ce chiffre approche les 1,37 millions, selon le ministère des Finances ukrainien. La Russie a connu les plus fortes pertes parmi les grandes puissances depuis la Seconde Guerre mondiale, avec une armée peu performante, des avancées lentes et peu de gains territoriaux ces 2 dernières années, selon le CSIS en janvier. D'une manière ou d'une autre, les larbins de Poutine n'ont fait qu'empirer depuis lors. Donc sur les plans des effectifs et du territoire, la Russie commence déjà très mal son offensive d'été. La Russie avait besoin de territoire qu'elle pourrait utiliser comme tremplin pour lancer des assauts contre la ceinture fortifiée de Donetsk. Elle ne contrôle pas ce territoire. La Russie manquait aussi de soldats pour poursuivre la stratégie du hachoir à viande que Poutine aime tant. Plus de 100 000 disparus en 3 mois montrent ce manque d'effectifs. Elle a encore beaucoup de soldats, mais elle envoie surtout des réservistes mal formés mourir dans les vastes zones de mort ukrainiennes, ce qui ne permet pas d'avancer. Mais c'est là que cela devient intéressant. Si la Russie veut progresser stratégiquement contre l'Ukraine cet été, elle doit déployer des blindés sur le terrain. Les assauts mécanisés doivent soutenir la chair à canon envoyée par Poutine, ce qui oblige la Russie à protéger ses chars pour détruire les défenses ukrainiennes. Apparemment, la Russie agit ainsi, mais tout n'est pas comme il y paraît. Selon les chiffres d'Ukraine Today, la Russie a perdu 63 de ses chars de combat principaux au cours du mois de mai. Record à la baisse pour la Russie, de quoi faire sourire Poutine. Si vous ne suivez pas de près la situation en Ukraine, ce faible nombre de pertes pourrait laisser croire que la Russie a adapté sa stratégie mécanisée et protège enfin ses chars des drones et armes anti-chars ukrainiens. Ce n'est pas le cas. Perdre seulement 63 chars n'est pas une bonne nouvelle. Cela indique surtout que la Russie n'a pas engagé ses chars lors des assauts. Nous en avons un aperçu dans les chiffres sur le territoire que nous avons partagé plus tôt. Si les chars étaient employés, ces chiffres seraient bien plus élevés. La Russie perdant du terrain montre qu'elle n'a pas trouvé de nouvelles stratégies efficaces pour les chars. Elle n'utilise plus les chars comme avant, grâce à la capacité de l'Ukraine à détruire le matériel russe. La Russie n'a pas non plus totalement épuisé ses chars. Elle en a perdu près de 12 000 depuis le début de la guerre selon le ministère des Finances ukrainien. On a aussi beaucoup évoqué la Russie qui utilise massivement ses stocks soviétiques pour maintenir son matériel, mais ses réserves s'épuisent. Cependant, la Russie reçoit toujours des chars. Dans un rapport du 9 mai, Euromaidan-Press a indiqué que les livraisons de chars T-90M, que Poutine considère comme les meilleurs au monde, se poursuivent. Les fabricants russes produisent aussi en masse les T-80 et T-72 versions améliorées des plateformes soviétiques largement utilisées en Ukraine. La Russie a également été prompte à parler de son char T-14 Armata, bien qu'elle ait été beaucoup plus lente à déployer ce char sur le champ de bataille en Ukraine. Des chars sont produits, mais pas assez vite pour compenser les pertes déjà subies par la Russie. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi la Russie déploie-t-elle actuellement moins de chars qu'à tout autre moment de l'invasion ? La réponse peut se résumer en un seul mot. La peur. La Russie a des chars, mais elle a bien trop peur de les utiliser. On le voit dans l'histoire du T-14. Dans un article de juillet 2025, Défense Magazine note que le T-14 n'a pas encore fait ses débuts dans cette guerre. L'article affirme que les responsables russes retiennent volontairement le char, effrayés par le sort réservé par l'Ukraine aux blindés déployés, et par la crainte de révéler les véritables performances du T-14 sur le terrain. Actuellement,
La Russie affirme que le T-14 compte parmi les meilleurs chars du monde et profite de ce discours pour vendre à des acheteurs. Si le T-14 a des défauts, la Russie veut les dissimuler. L'Ukraine révélerait ses défauts. Ainsi, le T-14 que la Russie a dévoilé lors de son défilé de la victoire en 2015 est introuvable. On ignore si ce char mérite sa réputation, et la Russie refuse que l'Ukraine éclaire le monde à ce sujet. Le T-90, présenté comme le meilleur char du monde, a certes combattu en Ukraine, mais il n'a pas eu l'effet décisif que la Russie lui prête. Des défauts ont été révélés. Par exemple, les munitions du T-90 sont rangées dans un carrousel à l'intérieur de l'habitacle de l'équipage. Un seul impact sur ce carrousel suffit à tout embraser, plongeant l'équipage dans un enfer mortel. Des cas ont été signalés où la tourelle du T-90 tournait de façon incontrôlable après un impact, révélant un bug critique du logiciel qui rend le char inutilisable même s'il survit à une attaque. Et c'est un autre point, les T-90 ne survivent pas. Ils partent en Ukraine et sont détruits, comme les anciens modèles soviétiques utilisés par la Russie durant la guerre. Tout cela fait que la Russie lance moins d'assauts mécanisés. Même lorsqu'elle essaie, les sbires de Poutine refusent souvent. C'était la situation à Kharkiv en avril dernier, lorsque Gwar Media a rapporté que les forces russes refusaient carrément de lancer des assauts en chars et véhicules blindés à cause de leur peur des drones ukrainiens. L'infiltration par petits groupes est privilégiée, car ils sont plus difficiles à cibler par les drones que de grandes masses métalliques sur le champ de bataille. Donc, ce qu'un niveau historiquement bas de 63 chars détruits nous indique vraiment, c'est que l'Ukraine a neutralisé ce qui était autrefois l'un des principaux avantages de la Russie sur le champ de bataille. D'un point de vue purement économique de la guerre, cela a du sens. Un drone pouvant coûter à l'Ukraine aussi peu que 500 $ à fabriquer peut désormais détruire des chars valant plusieurs millions. Le retour sur investissement est énorme pour l'Ukraine et un désastre économique pour la Russie. Quant à l'été, tout cela signifie que la Russie ne fera pas beaucoup mieux pendant les mois d'été que ce qu'elle a fait au printemps. Elle doit lancer des assauts mécanisés pour espérer prendre de plus grandes localités ukrainiennes, avant la date limite de septembre, fixée par Poutine pour le Donbass. Mais ces assauts n'ont pas lieu, et ils échouent lorsqu'ils sont tentés. Les forces russes doivent mener des assauts plus lents à pied, autant pour éviter les drones ukrainiens que pour avancer. On ne conquiert pas de territoire avec une armée à peine capable d'avancer. Les chars ne sont pas le seul problème de la Russie à l'approche de l'été, et la situation des véhicules reste mauvaise. En mai, rien de particulièrement spécial ne s'est produit concernant les pertes de véhicules blindés de la Russie. Ukraine Today rapporte que la Russie a perdu 163 types de ces véhicules, un chiffre qui correspond au nombre de véhicules blindés que la Russie perdait chaque mois durant l'été. 2025. Les difficultés que rencontre la Russie avec ses chars concernent aussi ses véhicules blindés, expliquant l'absence de record de l'Ukraine. La Russie n'emploie des blindés en première ligne qu'en cas de nécessité, car les drones ukrainiens, omniprésents, ciblent aisément ces véhicules comme les chars. Cependant, ce ne sont pas les véhicules blindés qui sont la partie importante de l'histoire en ce qui concerne l'effondrement de l'offensive d'été russe, avant même qu'elle n'ait commencé. La vraie histoire se situe derrière les lignes de front, où les autres véhicules russes sont détruits quotidiennement. Cet aspect de la stratégie de l'Ukraine change véritablement la donne pour l'été. Avant d'expliquer pourquoi, vous regardez The Military Show. Si la chaîne vous intéresse, abonnez-vous pour ne rien manquer. Les véhicules blindés ne seront donc pas un facteur clé cet été. L'Ukraine les frappe quand elle les trouve, mais ils sont désormais presque aussi rares que les chars sur le front. Cependant, à des dizaines de kilomètres du front, la Russie emploie divers autres véhicules. Camions, matériel de transport et carburant arrivent finalement au front. Des voitures ordinaires sont utilisées pour transporter les soldats russes d'un point à un autre derrière les lignes. La Russie possède une vaste logistique à l'arrière, essentielle pour ce que Poutine attend de ses marionnettes cet été. Vous devinez sûrement notre intention. Mai a été un mois record pour l'Ukraine concernant la destruction des véhicules clés du réseau logistique russe. Le 31 mai, l'Ukraine a accompli quelque chose de remarquable. Cet événement, dissimulé parmi les chiffres quotidiens de Metza, est pourtant crucial pour la logistique russe. Le 31 mai, l'Ukraine a détruit 524 véhicules motorisés et camions-citernes russes derrière les lignes de front. C'était un nouveau record quotidien, alors que l'Ukraine avait déjà battu son précédent record pour ce type de destruction 2 jours avant. Le 29 mai, l'Ukraine a détruit 483 véhicules russes. À la fin du mois, les pertes de véhicules et de camions-citernes de la Russie avaient dépassé 8000 en tenant compte des chiffres du 31 mai, non ?
Pourquoi est-ce important face à l'échec proche de la Russie à atteindre ses objectifs cet été? 2 mots, blocage logistique. C'est le nom informel d'un programme que l'Ukraine a créé, conçu pour anéantir la logistique russe derrière les lignes de front. Détruire chaque mois des milliers de véhicules et camions-citernes est essentiel à ce programme. La logique est simple. La Russie utilise des véhicules et des camions-citernes pour acheminer du matériel et du carburant aux soldats sur et autour des lignes de front. La destruction de ces véhicules réduit le ravitaillement des soldats, attaquant la ceinture fortifiée de Donetsk et d'autres régions d'Ukraine, où Poutine veut faire avancer ses forces. Le résultat, ce sont les pertes et les gains de territoire ridiculement faibles dont nous avons parlé. Ce ne sont pas seulement les défenses redoutables de l'Ukraine qui font que la Russie obtient de moins bons résultats que n'importe quelle grande armée depuis la Seconde Guerre mondiale. Le travail des défenseurs ukrainiens est facilité car des attaques à l'arrière privent les Russes de munitions et de blindés nécessaires à des assauts plus puissants. L'Ukraine finance les unités militaires appliquant cette stratégie. Selon le ministère de la Défense de l'Ukraine, environ 113 millions de dollars ont été réservés pour le programme de paralysie logistique, dont la première tranche a déjà été remise aux unités qui ont établi la norme pour détruire la logistique russe derrière le front. La destruction de nombreux véhicules logistiques russes illustre un programme plus large visant à paralyser l'offensive d'été. Un rapport du 1er juin de New Voice of Ukraine souligne que cette campagne s'étend si loin qu'elle crée des problèmes à la Russie même dans des zones entièrement occupées, comme le Donbass à Luhansk et la Crimée. Le 3e corps d'armée ukrainien affirme même que l'Ukraine contrôle désormais le ciel à Luhansk, que la Russie dit contrôler entièrement. Lors d'une série d'attaques à Luhansk, les drones ukrainiens ont pénétré toute la région et ont pu voler suffisamment loin pour lancer des frappes sur des cibles à l'intérieur de la Russie, situées à 205 km derrière les lignes de front. Les défenses aériennes russes n'ont pu stopper ces attaques. Nous expliquerons la raison plus tard. L'essentiel ici est l'impact de la destruction continue par l'Ukraine des véhicules logistiques russes sur l'offensive d'été. En bref, ces frappes sont dévastatrices. Les nœuds logistiques sont étranglés dans les territoires occupés, même avec des itinéraires alternatifs. La Russie doit retarder l'acheminement des fournitures et soldats vers le front. Il n'y a plus vraiment de zone sûre pour la Russie à l'intérieur de l'Ukraine. Les drones ukrainiens peuvent atteindre toute cible Modoi et le record de véhicules détruits avertit la Russie d'un été difficile pour ses forces au front. Ensuite, la Russie utilise l'artillerie pour bombarder les positions défensives ukrainiennes. Une stratégie terrestre classique. L'artillerie soutient l'infanterie par un appui-feu, affaiblissant les défenses ukrainiennes pour permettre la percée des troupes au sol. Il n'y a rien de révolutionnaire dans la stratégie de la Russie ici, et c'est une approche qui fonctionne tant que vous avez suffisamment d'artillerie. Vous pouvez probablement déjà deviner le problème que nous allons aborder. Ukraine Today affirme que la Russie a perdu 1993 pièces d'artillerie en mai, ce qui constitue un nouveau record. Et la raison pour laquelle ces pertes ont été si importantes, c'est la stratégie que nous venons de décrire. La Russie a besoin de l'artillerie pour soutenir ses troupes au sol. Le problème auquel la Russie est à confronter, c'est qu'elle a épuisé la majeure partie de son artillerie moderne. Selon Ukraine Today, il ne lui reste qu'une artillerie ancienne soviétique, principalement tractée, et des armes improvisées fabriquées rapidement par la Russie. Non seulement ces types d'armes ont une portée de tir inférieure à celle de leurs équivalents modernes, ce qui signifie qu'elles doivent être amenées beaucoup plus près du front pour avoir un quelconque effet, mais elles manquent également totalement de mobilité. Les drones ukrainiens causent tant de problèmes aux chars et véhicules russes qu'ils sont retirés du front. Imaginez les dégâts qu'ils peuvent causer à des unités d'artillerie immobiles. Inutile d'imaginer, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voici le dernier coup porté à l'avantage d'artillerie que la Russie possédait pendant la guerre, et dont Poutine avait besoin pour l'offensive d'été. Les premiers signes que l'Ukraine était en train de renverser la tendance en matière d'artillerie sont apparus en mai 2025. Ce mois-là, la Pravda a suggéré que la Russie manquait d'artillerie pour le front. Le problème ayant impacté la stratégie des chars du pays se posait aussi ici. La Russie puisait dans des stocks limités hérités de l'époque soviétique qui étaient détruits en Ukraine. Pravda a déclaré que la production russe de nouveaux systèmes d'artillerie et de nouveaux tubes ne suivait pas le rythme de l'usure au front. En effet, nous avions déjà constaté la baisse de l'avantage de l'artillerie russe. En février, le commandant en chef ukrainien, Alexandre Syrsky, a indiqué que l'avantage de l'artillerie russe était passé de 10 à seulement 2 pièces pour une ukrainienne dans certaines zones du front. Les drones ukrainiens ont motivé ce changement, et depuis, ces drones n'ont cessé de détruire l'artillerie russe.
L'artillerie reste importante sur le champ de bataille moderne, mais les milliers de drones rendent difficile de tirer sans dévoiler sa position. Et une fois qu'un opérateur de drone connaît la position d'une unité d'artillerie russe, il n'y aura qu'un seul vainqueur entre un drone aérien et rapide et un système d'artillerie soviétique vieillissant. L'artillerie perd à chaque fois. Cette combinaison de pénuries qui a commencé à se manifester en 2025 et l'incapacité de la Russie à contrer les drones ukrainiens rendent les pertes d'artillerie records subies par la Russie en mai encore plus dévastatrices. La Russie ne pourra ni récupérer ni remplacer ses unités. Cet été, la destruction par l'Ukraine d'une grande partie de l'artillerie russe va cruellement faire sentir le manque de soutien d'artillerie. Nous l'avons vu avec les lourdes pertes russes et ses faibles gains au printemps. La situation de la Russie ne s'améliorera pas à mesure que la guerre progresse cet été. D'accord, Poutine pourrait penser, l'artillerie n'est pas là où j'en ai besoin, mais la Russie dispose encore de nombreux systèmes de lance-roquettes multiples que nous pouvons utiliser pour fournir un appui-feu et frapper les arrières ukrainiens. Mais est-ce vraiment le cas ? Les pertes de lance-roquettes multiples en mai ont atteint leur niveau le plus élevé depuis la contre-attaque ukrainienne de l'été 2023, montrant que la Russie ne pourra même pas compter sur eux pour soutenir l'invasion estivale. Selon Ukraine Today, que la Russie a perdu 63 lance-roquettes multiples en mai. C'est le nombre mensuel de pertes de lance-roquettes multiples le plus élevé depuis 2023, dépassé seulement par les 67 unités perdues par la Russie en juillet 2023 et les 66 lors d'une autre offensive massive en novembre 2023. Comme pour l'artillerie russe, les lance-roquettes multiples montraient déjà des signes d'efficacité insuffisante pour Poutine en 2024. Fin d'année, l'UAOI a indiqué que l'Ukraine avait détruit un nombre historiquement bas de lance-roquettes multiples russes. Cela comptait pour la même raison que le nombre historiquement bas de chars détruits en mai, signe que la Russie manque d'un système essentiel pour avancer sur le front. La baisse des lance-roquettes multiples montre l'épuisement des réserves d'armes de l'armée russe. C'est un signal sérieux, car l'artillerie à roquettes était l'un des principaux outils de pression russe sur le front, selon l'UAOI à l'époque. Elle a aussi publié un second rapport en décembre 2024 indiquant qu'aucune unité russe de lance-roquettes multiples n'avait été perdue au 13 décembre. C'était encore un signe d'épuisement des stocks soviétiques. Avançons jusqu'en mai 2026, et un nombre record d'unités de lance-roquettes multiples ont été détruites. C'est un signe que la Russie a réussi à reconstituer son stock de lance-roquettes multiples à temps, pour l'offensive de l'été 2026, n'est-ce pas ? On ne peut battre un record de destruction sans que la Russie envoie plus d'unités. C'est vrai, mais les chiffres ne disent pas tout. Les unités de lance-roquettes multiples que la Russie amène sur le front au printemps et à l'été 2026 sont loin de celles qu'elle avait en 2024 et avant. Ukraine Today révèle que beaucoup des lance-roquettes multiples que la Russie utilise actuellement sont des variantes artisanales de systèmes de l'époque soviétique qui ne font tout simplement pas le poids face aux drones ukrainiens. Si ce ne sont pas ces lance-roquettes improvisées, les forces russes utilisent des systèmes nord-coréens, type 75. Ces lance-roquettes multiples de 170 mm tractés posent déjà problème pour éviter l'essaim constant de drones ukrainiens. Ce ne sont même pas les meilleurs lance-roquettes multiples que la Russie a reçus de la Corée du Nord. Face aux pénuries, la Corée du Nord a envoyé des lance-roquettes multiples de 240 mm pour renforcer les stocks russes. Elles ont fini par être détruites. Ce qu'il reste à la Russie, ce sont les modèles type 75 plus faibles, et elle est tellement désespérée de maximiser l'impact de ces systèmes qu'elle les attache à des robots terrestres simplement pour leur donner un semblant de mobilité. On pourrait qualifier ces idées d'innovantes, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le nombre record d'unités de lance-roquettes multiples détruites en mai nous montre que cela ne fonctionne pas. Jusqu'à présent, les pertes que nous avons évoquées représentent un échec historique de la part de la Russie à conserver les types d'équipements dont elle a besoin pour lancer son offensive d'été. En ajoutant ces pertes d'équipement au taux de pertes humaines et au faible rythme d'avancée de la Russie, il lui est impossible de lancer l'offensive dévastatrice censée faire s'effondrer le Donbass d'ici septembre. L'offensive d'été a échoué avant de commencer. Comment l'Ukraine pourrait-elle empirer la situation pour la Russie, comme mentionné, en détruisant massivement les défenses aériennes russes? En mai, l'Ukraine a détruit 42 systèmes de défense aérienne russes. Ce n'est pas un record, mais c'est le plus haut total mensuel depuis juin 2024, quand la Russie a perdu 59 unités de défense aérienne lors de frappes ukrainiennes. Nous assistons à une intensification de la campagne ukrainienne visant à détruire un maximum de systèmes de défense aérienne dans les territoires occupés. La campagne a débuté avant l'offensive de printemps russe, censée apporter de grands gains en été. L'Ukraine a intensifié la destruction des défenses russes depuis l'année dernière.
Entre mars et le 10 mai, l'Ukraine a détruit 37 systèmes de défense aérienne russes, des équipements de guerre électroniques et des radars, soit 2 fois plus que le nombre détruits en octobre 2025, rapporte le Keypost. L'Ukraine a réitéré cet exploit en mai, en ajoutant 5 de plus, annonçant de mauvaises nouvelles pour la Russie cet été pour une raison simple. La perte de défense aérienne permet des attaques ukrainiennes à moyenne et longue portée. Vous souvenez-vous des frappes records de l'Ukraine contre les véhicules russes en mai ? Et les vols des drones ukrainiens à Louhansk, qui ont amené le 3e corps d'armée à déclarer que l'Ukraine contrôle désormais ce ciel. Ces exploits n'auraient pas eu lieu sans la campagne ukrainienne contre les défenses aériennes russes. Chaque système abattu ouvre un corridor aérien, permettant à l'Ukraine de frapper les zones arrières occupées, ainsi que l'intérieur même de la Russie. Ces frappes affaiblissent la machine de guerre russe. Cela se voit déjà dans les aspects logistiques évoqués. Chaque attaque de l'Ukraine contre l'industrie pétrolière et militaire russe sur le territoire russe est liée à la destruction des défenses aériennes russes en Ukraine. La destruction d'infrastructures et d'équipements à l'arrière affaiblit la Russie sur le front. Le mois de mai nous a montré que l'Ukraine n'a aucune intention de ralentir en ce qui concerne les défenses aériennes russes. Au contraire, l'Ukraine accélère. Cet été, le résultat sera évident. Plus d'assauts ratés, plus d'équipements détruits, et un élan pour l'Ukraine, la Russie n'atteignant pas les objectifs estivaux fixés par Poutine. Franchement, les objectifs estivaux de la Russie sont inatteignables. Poutine a besoin d'une porte de sortie, car la phase actuelle de la guerre en Ukraine est la moins réussie que la Russie ait connue depuis l'été 2023. La Russie a intensifié ses attaques contre les civils tandis que son invasion terrestre échoue. Le 2 juin, la Russie a lancé une attaque aérienne, comprenant 73 missiles et 656 drones à travers toute l'Ukraine. L'Atlantic Council indique que l'attaque était importante. Environ 30 missiles balistiques ont été tirés et plus de 100 civils ukrainiens tués ou blessés. C'est tout ce qu'il reste à Poutine cet été. Des crimes de guerre flagrants cachant l'échec d'une offensive estivale qui n'a même pas débuté. Et ce n'est même pas comme si la stratégie de la Russie, qui consiste à cibler les civils ukrainiens, allait fonctionner. Alors que l'armée de Poutine s'effondre avec des pertes dignes de la Seconde Guerre mondiale, l'Ukraine montre qu'elle peut rendre coup pour coup dans les frappes à longue portée. Quelques jours avant la frappe du 2 juin, la Russie a mené une attaque aérienne incluant le missile hypersonique Oreshnik. L'Ukraine a réagi rapidement, avec précision et de façon dévastatrice. Découvrez tout cela en regardant notre vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show, alors que nous suivons l'offensive d'été russe et les nombreux échecs qui attendent Poutine dans les prochains mois. Merci de nous avoir regardés.